Bonjour, vous êtes sur la télévision de la subconscience. Justement, vous parlez de la subconscience comme outil de travail qui me semble tout à fait intéressant. Un des points sur lesquels je voudrais insister, c'est le fait que la subconscience est perçue par l'autre et pas par nous, que nous sommes dans la conscience. Je prends l'exemple du rire, puisque ça fait l'objet d'un café philo ce matin à la porte de Bagnolet avec Sabine Meniconi. Consciemment, nous pensons que le rire sert avant tout de complicité, de communion, on rit ensemble. Mais en réalité, au niveau du subconscient, le rire, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion de l'autre. Voyez, donc il y a une énorme différence. Alors les gens disent, mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, je ne suis pas du tout en train d'exclure qui que ce soit. Je suis en train, au contraire, on est entre nous, on fait des choses amusantes, on s'amuse. Ben oui, mais il y a cette espèce de tension entre ces deux plans. Et la sociologie, la psychologie sont censées, justement, seraient censées, théoriquement, rendre compte de ces deux niveaux de conscience, de subconscience. J'ai déjà dit à plusieurs reprises à quel point le regard de l'autre nous renseignait sur notre niveau de subconscience, sur ce qui émane de nous, sur ce que nous émettons subconsciemment, et qui parfois pèse beaucoup plus fortement dans notre rapport à l'autre que ce que nous pensons émettre délibérément et consciemment. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Parfois, nous émettons des choses, alors c'est assez amusant, parfois nous voulons être gentils, si on peut dire, mais nous émettons des vibrations négatives, et parfois nous voulons être désagréables, mais nous émettons des vibrations positives. Ce qui est assez déconcertant. Et ce qui fait que parfois on ne comprend pas très bien pourquoi tout d'un coup les gens sont hostiles à notre égard alors qu'on a été sympa, et pourquoi les gens restent intéressés par nous alors qu'on n'a pas, on a plutôt essayé de les évacuer et de les éloigner. Donc il y a une véritable tension qui, à mon avis, n'est pas assez prise en compte par la psychosociologie du XXe siècle et qui serait peut-être intéressant d'analyser. Pourquoi est-ce que ça n'est pas pris en compte? Alors ça, c'est une question qui reste à poser. Hein. Il y a eu un obstacle épistémologique, visiblement, qui fait que, bien qu'on ait jonglé avec ces notions de conscience, subconscience, sur moi, etc., ben, quelque part, on n'a pas bien compris cette notion-là, parce qu'il y a un blocage au niveau de l'inné. On est fortement marqué par une science de l'acquis, une science de l'éducation, une science de la formation, et que quelque part, ça fait problème que de reconnaître que nous avons un instinct. D'ailleurs, ce mot-là est d'ailleurs déconseillé aujourd'hui, on ne doit pas l'utiliser, paraît-il. Et nous avons un instinct, et il y a des choses que nous savons sans avoir besoin de les apprendre, etc. etc. Et récemment, là, justement, à la suite de il y a quelques heures, à la suite de ce café philo, ben justement, j'ai discuté avec un sociologue d'origine persane qui disait, ben oui, non, Mozart ne serait pas devenu Mozart si son père ne lui avait pas enseigné la musique. C'est une plaisanterie. Vous imaginez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Il s'est éveillé à la musique de cette façon, il se serait probablement éveillé à d'autres occasions, peut-être pas d'ailleurs, mais enfin, ça aurait pu être une autre occasion qui l'aurait éveillé. Et puis, je ne veux pas avoir un père musicien pour devenir un génie musical. Donc Mozart, on voit bien, n'a pas eu besoin réellement d'apprendre la musique, il a eu besoin de la connaître, d'en entendre parler, de l'entendre, bien sûr, mais ça a réveillé lui-même tout de suite devant l'instrument, il a trouvé ses repères, et donc il a appris l'instrument, mais il a appris à se servir de l'instrument, mais il l'a appris par tâtonnement, instinctivement. Ça n'a rien à voir avec une personne qui va suivre des cours de solfège, d'harmonie, avec un professeur, etc. Ça n'a rien à voir. Alors on essaie de surpasser tel facteur pour un autre facteur, c'est tout à fait inadmissible. Donc là, nous avons une puissance de l'inné
on voit bien avec la théorie du genre agéologique on veut évacuer l'inné, on veut dire que la subconscience, les femmes disent que la subconscience n'existe pas. Parce que la subconscience, ça voudrait dire qu'il y a un poids de l'héritage génétique qui pèse lourdement et qui fait que ce qui serait de l'ordre de la conscience serait simplement un niveau très superficiel. Et elle ne veut pas entendre parler de tout ça. D'où le retard des études sur ce sujet.